Alors, je vais partager mon écran. Ok, super. Alors, dans cette présentation, je souhaite revenir présenter certaines techniques et stratégies utilisées notamment dans les jeux vidéo pour donner euh, aux personnages non joueurs les capacités de manipuler, de tromper les sens. Alors, pour ce faire, je vais principalement m'appuyer sur l'argumentaire d'un article que j'ai écrit avec René, qui porte, on va dire, sur le même sujet. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter ce que j'entends par effet de présence, voir comment il se manifeste en fait du côté des jeux vidéo. Et ensuite, je vais tenter d'appliquer mon analyse. Donc là, ça va être un peu plus en format de travail, appliquer mon analyse à deux études de cas qui, elles, n'ont rien de fictionnel. Euh, encore juste avant de parler d'effet de présence, je vais juste faire un petit préambule sur l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo pour préciser ce que j'entends par personnage non joueur et peut-être pour essayer de baisser les attentes par rapport à l'idée d'être qui serait réglé par des comportements auto-adaptatifs, etc. Ce n'est pas dans cette direction-là que je vais aller. Donc, rapidement, je vais juste préciser un petit peu ma pensée là-dessus. Quand on pense à l'influence de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, bon, le rôle principal, on va dire, c'est, pour faire court, c'est d'améliorer la digétisation, c'est-à-dire la construction d'un monde. Donc, on va parler donc de rendre l'univers cohérent, vidéoludique cohérent, crédible, authentique, au service de l'immersion. Et il y a essentiellement deux domaines qui sont complémentaires, dans lesquels l'intelligence artificielle intervient. C'est l'amélioration donc du comportement des personnages non joueurs. J'avancerai aussi la question de l'avatar. Donc ça, c'est ce qui va un peu nous occuper aujourd'hui. Et la génération procédurale du contenu vidéoludique. Alors, par génération procédurale, on parle là tout simplement de création automatisée de contenu. Ça se joue principalement au niveau du level design. Et c'est là que l'IA, à travers laquelle se génère du contenu quasi automatiquement, est très utilisée dans le domaine vidéoludique, surtout depuis le début des années 2000, 2010 et 2020. Donc, création de décors, accessoires vidéoludiques, etc., par une série d'algorithmes. Alors, pourquoi ça intéresse l'industrie vidéoludique, ces techniques d'intelligence artificielle? C'est tout simplement de mettre en place des algorithmes qui génèrent automatiquement du contenu à la place d'humains. Donc, il y a une économie de ressources, de temps et de main-d'œuvre. Et vous avez des exemples comme Minecraft et d'autres où le contenu se génère procéduralement, c'est-à-dire le contenu sera systématiquement différent en fonction des séquences vidéoludiques qui vont être actualisées par les joueurs et les joueuses. D'accord? Moi, je ne veux pas m'occuper de ça, mais je tenais quand même à le dire. L'autre point, c'est évidemment ce qui concerne la gestion des comportements des personnages non joueurs. Alors, vous avez comme ça, donc en gros, c'est tout simplement comment implémenter l'intelligence artificielle pour améliorer les comportements des personnages non joueurs, pour nous donner l'illusion et l'impression qu'ils existent. Alors là, l'IA, même parler d'IA, c'est peut-être un petit peu problématique. On parlerait plutôt de système expert, c'est-à-dire que tout simplement, on a un certain nombre d'outils utilisés depuis de nombreuses années déjà dans l'industrie vidéoludique pour, par exemple, créer des automates. On parlait tout à l'heure d'automates. Là, on utilise le terme d'automate fini, c'est-à-dire pour définir un ensemble d'objectifs et de stimuli qui seront affectés, associés aux différents personnages non joueurs. Donc là, j'ai pris quelques images d'un dossier très bien fait qui était en note là dans la slide d'avant, d'un dossier très bien fait sur l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, des arbres de comportement, etc., donc, qui interviennent dans l'organisation et la détermination d'un ensemble d'actions qui sont associées à différents personnages. Moi, ce que je veux avancer simplement, c'est qu'à la différence de la génération procédurale, on peut aller assez loin dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour la création de personnages non joueurs, il faut faire attention. Parce que, en fait, créer une intelligence artificielle à partir desquels les personnages non joueurs finiraient par développer des comportements imprévisibles pourrait créer un bris dans l'immersion, un bris dans le gameplay. On ne veut pas avoir des personnages non joueurs qui finissent par s'activer eux-mêmes, par faire un ensemble de choses qui n'étaient pas prédéterminées en amont de la conception.
Donc moi, les personnages non joueurs que je vais vous présenter, ils vont essayer de simuler le comportement de personnages qui semblent vrais pour faire suite à la présentation de René. Mais cette simulation, donc encore une fois, elle est contrôlée, elle est réglée, d'accord? Donc, c'est juste dans cet esprit-là que je vais vous présenter les personnages qui vont suivre. Alors, je termine ma petite parenthèse sur l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo pour vous présenter tout simplement le premier concept, enfin, le concept sur lequel je vais m'appuyer, le concept donc d'effet de présence. Alors, qu'est-ce qu'on entend notamment par effet de présence? Alors là, je m'appuie sur les travaux issus d'un groupe de recherche performativité et effet de présence, dont René Bourassa fait partie, en compagnie notamment de Luce Poisson et de Josette Ferral. Alors, c'est un concept, moi, qui est particulièrement utile pour étudier la place et le rôle des personnages virtuels dans les arts médiatiques et théâtraux, ainsi que dans certains dispositifs interactifs. C'est pour ça que j'utilise, et on va voir jusqu'à quel point on peut le mobiliser pour aborder des technologies qui débordent de la fiction. Alors, Josette Ferral et Luc Perrault expliquent de manière très claire donc, que, en gros, l'effet de présence, c'est le sentiment qu'un spectateur, spectatrice ou joueur, joueuse, dans notre cas, que les corps ou les objets offerts à son regard ou à son oreille, le son de l'oreille va être important pour la suite, sont bien là, dans le même espace et le même temps que ceux dans lesquels ils se trouvent. Alors, ça c'est suspension volontaire de l'incrédulité sur laquelle, qui va m'animer aussi pour ma présentation, alors qu'il sait pertinemment qu'ils sont absents. D'accord? Donc, rapidement, le terme d'embrayeur, moi il me plaît beaucoup. Bon, il est emprunté au linguiste Roman Jacobson. C'est en linguistique, en gros, l'embrayeur, c'est une classe de mots qui donne à l'émetteur et le destinataire la possibilité de se manifester dans un énoncé, de préciser, par exemple, certains paramètres d'ordre spatio-temporel relatifs à la situation d'énonciation. Bon, là l'idée d'embrayeur, comme moi je vais l'utiliser, c'est en gros, c'est un déclencheur, ce qui va déclencher le sentiment lié à l'effet de présence. Qu'est-ce qui déclenche, à partir des personnages virtuels, cet effet-là? Alors, Louise Poisson, elle propose une liste de 6 embrayeurs susceptibles de déclencher cet effet de présence. Et je vais les utiliser directement. Donc, ces embrayeurs sont les suivants. La vérisimilitude. Donc, on voit que cet embrayeur-là était très présent dans la présentation de René. Le dédoublement, la mise en scène de l'absence, la mise en scène de la trace, la téléprésence et l'immersion. Donc ça, c'est les embrayeurs. Je vais les expliquer. Je vais tout de suite quand même faire une petite modification. Je vais corriger un peu la liste pour que ça aille dans mon sens. C'est-à-dire, en fait, je vais me débarrasser de la téléprésence et de l'immersion. Bon, pour une raison simple, c'est la téléprésence, c'est le fait c'est des embrayeurs qui sont pensés là du côté de Louis Poisson dans les arts de la scène, théâtre. Téléprésence, c'est la capacité de se projeter en fait dans l'interface. C'est la médiatisation de présence dans l'interface. Bon, là, c'est ce qu'il y a au fond, c'est ce qui fonde l'expérience vidéoludique. Donc moi, la téléprésence ne me sert pas à grand-chose de ce point de vue-là, puisque la téléprésence, c'est au cœur de l'expérience vidéoludique. Et l'immersion qui est un petit peu, en quelque sorte, l'effet de cette téléprésence, c'est-à-dire je m'immerge dans un univers virtuel, etc., qui se fait passer pour vrai. C'est aussi quelque chose relatif aux jeux vidéo. Alors, je ne peux pas vraiment… il n'y avait pas grand-chose à chercher de ce côté-là. Et moi, je vais les remplacer par un autre embrayeur. Jérémy, qui est ici présent, doit certainement être fatigué de m'en entendre parler. C'est l'embrayeur d'interpellation. Alors, vous allez voir, je vais l'expliquer comment j'utilise l'embrayeur d'interpellation, ou tout simplement le concept d'interpellation à l'origine de l'effet de présence. Alors, les 2 jeux à l'étude, je vais quand même rapidement les mentionner. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est des jeux relativement récents. Alors, je vais avoir quelques extraits vidéo. J'espère que le son va fonctionner. Issus donc du jeu Red Dead Redemption, sorti en 2019, où en fait, on incarne ni plus ni moins un genre de hors-la-loi qui fait face au déclin de l'Ouest sauvage, etc. Donc, c'est un jeu de western, en gros, très, 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 très bien fait. Et The Last of Us 2, où là, on incarne 2 personnages qui doivent faire face à des habitants infectés, des mercenaires aussi. Bon, c'est un jeu post-apocalyptique avec des zombies très méchants. En gros, là, je résume à grands traits. Alors, je vais m'appuyer sur ces exemples-là. Donc, c'est des jeux vidéo solo. Et moi, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tant les avatars
si quand même, mais pas tant les avatars qui sont contrôlés par les joueurs et les joueuses, mais donc les personnages non-joueurs qui font partie de ces mondes vidéoludiques. Alors, je vais d'abord commencer par… donc, finalement, là, je vais un petit peu répéter ce que René a dit tout à l'heure. Donc, à commencer par la vérisimilitude. Si on suit Louis Poisson, c'est l'un des embrayeurs les plus importants pour déclencher l'effet de présence. Et donc, on l'a bien vu à travers les extraits choisis par René. Donc, en fait, là, on est là on est dans le simulacre. Hein. Moi, j'aime bien aussi le concept de Baudrillard de simulacre. Donc, la vérisimilitude, c'est un processus de simulation qui donne tous les signes d'un réel qui n'existe pas. Tout simplement, j'aime bien cette phrase-là, qui est une sorte de reprise là, de la célèbre phrase de Baudrillard que j'affectionne tout particulièrement, à savoir que le simulacre, c'est la copie à l'identique de quelque chose qui n'a jamais existé. La copie à l'identique de quelque chose qui n'a jamais existé. Donc là, on a des personnages, on va en voir plusieurs. On a des personnages virtuels qui activent là, les puissances du faux, pour reprendre aussi la formule de notre groupe de recherche, de notre projet de recherche. Donc des simulacres vidéoludiques, mais qui ne partent pas de rien. Il y a tout un travail sémiotique dans la conception et la création de ces personnages, une fabrication de signes, une combinaison, une hybridation, en vue de nous faire croire, en quelque sorte, pour rester du côté de chez Baudrillard, à une hyper-réalité, c'est-à-dire une réalité en excès qui participe à construire cet effet de présence. Alors, on a tout un travail sur les propriétés photoréalistes, comme on vient de voir avec René, texture de peau, couleur des yeux, simulation des expressions faciales, de la tonalité, de la prosodie de la voix, c'est très important pour moi, la fluidité des déplacements et des gestes. On a, pour ces jeux-là, je mets… alors, s'il n'y a pas de son, c'est normal. Des fois, il y a du son, des fois, je ne le mets pas. On a, à travers ces jeux, donc, c'est des jeux qui ont utilisé des techniques d'enregistrement très sophistiquées. Donc là, c'est le making-of de Last of Us 2, où on voit ces pauvres acteurs, actrices recouverts de machines très compliquées qui prennent de la place. Donc, des captures de mouvement et captures d'interprétation pour approfondir l'esthétique illusionniste. Donc, on voit justement là les outils utilisés pour simuler un cheval en mouvement. Donc ça, c'est ce qui concerne la vérisimilitude. Puis un autre aspect, moi, qui m'intéresse énormément dans les jeux à l'étude, c'est que, outre la qualité du photoréalisme, qui est déjà très avancée, ces simulacres, la perfection de ces simulacres, de l'embrayeur de vérisimilitude, repose aussi sur leur capacité à simuler en quelque sorte les failles, les fêlures, les ratés. Tout à l'heure, un petit peu avec l'œil qu'on voyait, qui bougeait, mais qui bougeait des fois un peu anormalement, et qui caractérise en quelque sorte la gestualité humaine. Alors là, vous avez… à droite, là, vous avez une image là, de Last of Us 2. Donc, là, en l'occurrence, je n'ai pas l'extrait, mais on voit des affectés qui claudiquent, qui avancent un peu bizarrement. En même temps, c'est des zombies. Ils sont traversés par des spasmes, ils poussent des cris, des borborigmes, etc. Et alors, à gauche, celui-là, il est absolument super. Donc, c'est un personnage non-joueur de Red Dead Redemption 2. Là, je dois avoir la vidéo. Je vais couper le son. C'est un client, en fait, d'un saloon qui est ivre. Alors, je vais laisser un peu la séquence. Donc, il est ivre et puis il va descendre de manière un peu, avec quelques difficultés, l'escalier, et il va essayer de s'installer sur sa chaise et finir par s'endormir sur sa table. Ouais. Donc, la vérisimilitude, elle va jusqu'à reproduire, faire une copie en quelque sorte de la gestualité et des comportements. Donc, ce n'est pas simplement que le photoréalisme, mais c'est vraiment une sorte de reproduction à l'identique de ce que c'est qu'être humain après avoir bu un peu trop d'alcool dans un saloon. Voilà, pour la petite blague. Un autre embrayeur, je vais passer à un autre embrayeur moi, qui me plaît beaucoup dans le cas des jeux vidéo, c'est, et René, tu l'as mentionné, c'est le dédoublement. Alors, Louis Poisson, elle l'utilise surtout pour décrire un procédé théâtral, à partir duquel des personnages en fait préenregistrés sont littéralement projetés sur la scène et reproduisent et copient la gestualité, les mimiques des acteurs et des actrices, à côté duquel ils sont projetés. Donc, c'est un dédoublement qui provoque une sorte de reflet de l'acteur ou de l'actrice qui se balade avec son double virtuel fantomatique et qui plonge, c'est un peu ça l'idée, qui plonge le spectateur ou la spectatrice dans une forme de dilemme qui creuse l'effet de présence, à savoir comment départager le réel du simulacre, qu'est-ce qui est de l'ordre
du réel ou de la fiction. Donc là, on est vraiment dans les frictions de la fiction. Alors, dans le jeu vidéo, déjà, il y a un dédoublement qui concerne tout simplement le joueur, la joueuse et son avatar, hein, puisque le joueur, la joueuse se voit directement projeté à l'écran. Donc, il y a déjà l'idée de double est déjà liée à l'activité vidéoludique en tant que telle. Mais si on regarde un peu plus près au niveau de la diégèse, au niveau du monde, il y a en quelque sorte des personnages qui sont, du point de vue de leur comportement, bon, vérisimilitude, mais qui respectent une routine, des règles qui sont assez standards, hein, en quelque sorte. Mais il y a tout un travail très fort de la part des concepteurs et des conceptrices pour donner l'illusion qu'il y a des personnages, mais alors extrêmement différents, extrêmement singuliers, séparés les uns des autres. Là, par exemple, vous avez une scène de duel dans Red Dead Redemption, où vous avez une autre scène dans The Last of Us 2, où vous arrivez dans un bar, vous discutez avec des personnes qui ont essayé de se reconstituer un mode de vie à l'abri des infectés et des mercenaires. Alors, ce qui frappe, c'est justement ce clonage d'une quantité assez importante de personnages qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Donc, qui donne l'impression de créer un monde dans lequel on s'immerge. Un autre embrayeur des plus… a priori, je pense que c'est même celui qui me plaît le plus dans les jeux à l'étude, c'est la mise en scène de l'absence. La mise en scène de l'absence, c'est à la lettre l'effet de présence qui se crée à partir d'une relation qui s'établit avec ce qui ne se voit pas. D'accord ? C'est-à-dire, en gros, le hors-champ. Alors, dans le cinéma, ce qui est hors-champ, c'est ce qui déborde du cadre, mais c'est aussi, en quelque sorte, le spectateur lui-même qui est absorbé dans l'image, par l'image cinématographique. Alors là encore, il y a, comme je l'ai dit avec le dédoublement, le jeu vidéo, il vient en quelque sorte compenser cette séparation du regardeur et de l'image par l'intermédiaire de l'avatar qui constitue justement la chose à regarder lorsqu'on est en train de jouer. Mais il y a quelque chose d'un peu plus fort quand on reste du côté de la diégèse, c'est que cette mise en scène de l'absence, elle se constitue dans la création donc de personnages qui s'activent, qui semblent en tout cas s'activer sans la présence du joueur ou de la joueuse. Alors là, par exemple, vous arrivez dans une scène qui semble très bien se passer de la présence du joueur ou de la joueuse, une scène dans laquelle, voilà, vous pouvez dialoguer avec les derniers survivants d'un monde hostile. Donc, vous avez des activités comme ça, des personnes qui renouent avec l'agriculture, l'élevage, la restauration, le sport. Vous avez un exemple encore plus frappant avec Red Dead Redemption, une séquence que j'apprécie particulièrement. Hein, dans Red Dead Redemption, vous avez l'esthétique illusionniste qui passe un cap. Vous rencontrez par exemple un palefrenier qui a une routine extrêmement stricte et qui est ponctuée par différentes activités. Là, vous voyez à l'écran. Alors, vous avez un emploi du temps, la coupe de bois avec l'heure donc associée, l'entretien des chevaux, l'empilement de bottes de foin, le repas, la pause cigarette, l'entretien des chevaux, soirée au saloon, marche titubante dans la nuit, pratique de l'harmonica sous une tente, bref. Là, je parle un peu vite, mais c'est ce qu'on voit dans cet extrait. Donc, vous avez un personnage qui s'active tout seul et qui a ses activités réglées sans que le joueur ou la joueuse ait forcément besoin d'intervenir. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a là affaire à une sorte de mise en scène de l'absence où tout se passe comme si, en fait, la présence du joueur ou de la joueuse ne constitue plus un prérequis pour actualiser ces séquences. Les séquences qui se passent, en fait, de sa présence. En d'autres termes, l'idée, c'est que la mise en scène de l'absence, c'est celle du joueur lui-même, de passage dans un univers qui, à la limite, n'aurait pas besoin de lui. Donc ça aussi, ça participe à creuser, à mon sens, l'effet de présence. J'enchaîne à l'effet de présence, à la mise en scène de l'absence. Il y a un autre, mais qui est fortement lié, c'est tout simplement la mise en scène de la trace. Alors là c'est pareil, vous allez voir, c'est facile à appréhender. Que ce soit dans The Last of Us ou Red Dead Redemption, le joueur, la joueuse sont plongés dans des univers vidéoludiques où les personnages non joueurs laissent des traces, mais à la lettre. Là, par exemple, vous avez un animal, parce qu'il y a des scènes de pistage d'animaux, de chasse. Les animaux laissent des empreintes dans la neige ou dans la boue. Vous arrivez à certaines scènes et puis il y a des maisons de villageois qui ont brûlé.
c'est le signe qu'il y a des brigands qui sont certainement passés. Vous avez là à droite, bon, c'est un peu plus glauque, des cadavres disséminés ici et là dans le jeu vidéo, qui sont laissés comme ça, qui participent justement à la diégétisation. Je vais mettre par exemple la scène de voilà, le fait de pister dans Red Dead Redemption. Donc là, vous avez en quelque sorte un jeu de pistes et d'énigmes, ce qui active la figure, donc ce que j'aime beaucoup, surtout pour aborder les théories du complot, la figure du détective. Hein. Donc le joueur, la joueuse sont amenés justement à relever les indices, à inférer les causes et les effets, c'est-à-dire à développer, là, pour citer Ginsburg, un mode de connaissance indiciaire. Et c'est dans cette recherche active ou dans le développement de ce mode de connaissance indiciaire que se cultive justement le sentiment d'être émotionnellement présent. Donc, vous voyez, passer d'un embrayeur à l'autre, on a vraiment l'impression, effectivement, d'être présent dans un univers au sein duquel des personnages non-joueurs semblent animés par une volonté, par des désirs qui leur sont propres, alors même qu'ils sont entièrement créés, évidemment, par les concepteurs et les conceptrices de jeux vidéo. D'accord. Alors, je vais rapidement passer sur un embrayeur, moi, qui me passionne. Je l'ai ajouté dans la liste parce que je travaille beaucoup dessus. C'est celui d'interpellation. Alors, simplement pour l'illustrer, je vais vous montrer 2 séquences donc tirées des jeux à l'étude. Et vous excuserez le langage un peu familier des personnages qui vont parler. Mais voilà, ça fait aussi partie de l'interpellation. Alors, je vais le mettre. Et là, par contre, il y a du son. Donc, si vous ne l'entendez pas, vous me le dites. Look at you, goddamn homunculus. You talking to me? Hey, shut it. Just leave me alone. You're... This ain't My happening. Lord. Away, damn it. Go find a skirt to hide under. The wimp. Oh, glad someone's We got a problem now? The hell I do to you? Because I'm happy to have a problem with you. You got a problem with me? A real problem. Quit this, all right? You look dumb as a stump, my friend. Je mets I mean, the wimp. le deuxième extrait. Donc ça, c'est The Last of Us. Okay, take it easy. Yeah, you got me. But your turn's coming soon. Who the fuck are you anyway? Nobody. Damn. Bon, vous avez compris l'idée, j'avance un peu. Alors là, vous avez des exemples d'appels, de lignes de dialogue qui sont déclenchés par l'action et les déplacements de l'avatar de la joueur ou de la joueuse. Alors, ce sont un ensemble d'ordres, de menaces ou des invitations aussi, à la suite desquelles donc, le joueur ou la joueuse devra réagir à sa façon en fonction des options qui lui sont offertes. Alors moi, je propose d'appeler ces appels des formes d'interpellation, alors interpellation vidéoludique, bref, des formes d'interpellation qui émergent donc dans un contexte vidéoludique. Alors le concept d'interpellation, bon, je le prends comme un concept et aussi comme un embrayeur. Je m'appuie évidemment sur les travaux un peu plus anciens de Luis Althusser, qui développe son concept d'interpellation du point de vue justement de sa critique de l'idéologie. Je n'ai pas trop le temps d'aller là-dedans. Peut-être on aura l'occasion d'en parler après pendant les questions. Donc, je m'appuie sur Luis Althusser et surtout sur une œuvre plus récente de Jean-Jacques Le Cercle qui a proposé je pense que je l'ai ici, qui a proposé c'est flouté, c'est dommage, de l'interpellation, un ouvrage qui renouvelle le concept d'interpellation de Luis Althusser, c'est fabuleux. Alors moi, je travaille beaucoup sur ce concept-là et avec certains collègues, dont Jérémy qui est ici, on a proposé une définition de l'interpellation en lui donnant une coloration un peu plus communicationnelle et qui fonctionne très bien dans le domaine vidéoludique. C'est un processus communicationnel donc, au cours duquel un agent X appelle un individu Y qui se sent et qui se reconnaît comme sujet interpellé. Donc, la notion d'agent indique que X n'est pas forcément une personne, mais peut-être une image, un avatar ou un outil technique qui médiatise
l'interpellation en provenance de l'interpellateur. La fonction d'appel, elle est connue, elle repose sur le psycholinguiste Buller. L'appel, c'est ce qui se manifeste lorsque quelqu'un cherche à attirer l'attention d'un individu. Donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et l'interpellation donc, est un type d'agir communicationnel qui engage des prétentions à la reconnaissance. C'est-à-dire pour que l'interpellation fonctionne, la personne doit se reconnaître comme sujet interpellé, ce qui implique donc un processus de reconnaissance au cours duquel la personne réalise que c'est bien à elle que l'on s'adresse dans ce contexte précis. Et moi, l'idée, c'est que l'interpellation considérée en tant qu'embrayeur, c'est ce qui donne aussi l'impression d'être émotionnellement présent. Ce personnage non-joueur s'adresse à mon avatar, mais ultimement, on s'adresse aussi qu'il s'adresse à moi. Et dans ce type de conversation au cours de laquelle j'ai une place et j'ai un rôle particulier, je me sens présent et ça participe à cultiver cet effet de présence-là. C'est pour ça que il me semble un peu plus puissant cet embrayeur que celui d'immersion pour le cas qui nous occupe. Et Jean-Jacques Le Cercle de rajouter que l'interpellation, elle est sensorielle. C'est-à-dire, elle n'est pas seulement liée à l'ordre, ce n'est pas forcément l'ordre du discours, ce n'est pas le « et vous là-bas », la fameuse phrase prononcée par le policier dans l'exemple de Luce Althusser, c'est lié à différents embrayeurs qui peuvent être d'ordre visuel, donc par exemple le regard sur cette image, sonore, haptique au sens par exemple, on pourrait même dire kinesthésique, au sens où la manette à un moment donné va vibrer, signe par exemple de la présence plus ou moins lointaine d'un personnage non joueur. Voilà. Donc, l'interpellation comme étant le dernier embrayeur que je voulais présenter. Et là, je vois qu'il me reste 3 minutes. J'espère que je peux déborder de 2 minutes. J'aimerais maintenant, en quelque sorte, parce que là, les exemples que j'ai donnés, c'est l'utilisation de ces embrayeurs dans le registre de la fiction. C'est-à-dire où on sait que l'effet de présence, c'est un sentiment, c'est lié à un sentiment où on sait que ce que je vois et ce que j'entends appartient à de l'ordre du faux, même si j'aimerais croire que ce soit vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde des dispositifs, des outils qui se passent pour vrai? Alors, avant de passer, évidemment, vous voyez très bien où je vais aller au deepfake. J'avais une vidéo, là, je n'ai pas le temps de la passer, on la regardera peut-être après. J'aimerais d'abord juste parler des assistants virtuels intelligents qui constituent l'un des exemples qui m'animent beaucoup aujourd'hui. Déjà, essayer de voir s'il est possible d'utiliser ces embrayeurs, c'est-à-dire est-ce que, là en l'occurrence c'est Alexa, est-ce que Alexa qui me parle, est-ce qu'il y a un effet de présence? Est-ce que j'ai le sentiment que cette voix-là est vraiment présente avec moi? Et même, est-ce que je peux être amené à croire que cette entité existe alors même que je sais qu'elle n'existe pas? Alors, j'ai une vidéo, je vais couper le son parce que je vais couper le son. Je vais la laisser en fond quand même, mais je vais couper le son pour avoir le temps de parler dessus. Alors, les différents embrayeurs que j'ai présentés s'appliquent, mais alors vraiment très bien. L'interpellation, déjà, oui, on peut parler à cette là, donc c'est le cas d'Alexa d'Amazon. On peut parler à cette intelligence, à cette voix artificielle, et elle nous répond. Alors dans une sorte de conversation un peu curieuse, puisque c'est nous qui commençons par interpeller cette technologie, auquel cas il y a une sorte de jeu de questions-réponses. Là, dans cet extrait, il est possible de chuchoter avec cette voix qui est Alexa. Donc, on est dans une forme aussi de vérisimilitude, simulation acoustique d'une voix prosodique. Alors, on n'est pas face à un personnage avec des traits tout à fait des traits comme ceux qu'on vient de voir pour les personnages virtuels, mais il y a quand même la reproduction d'une voix qui nous donne l'impression qu'elle existe. Dédoublement aussi, je crois qu'on va le voir dans cet extrait-là. L'utilisatrice utilise Alexa pour éteindre ses lumières. Alexa qui est disponible sur une quantité assez importante d'outils connectés, donc que ce soit cette petite boîte à partir de laquelle émane la voix, mais ça peut être aussi les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, etc. Donc là, on assiste à une forme de dédoublement un peu curieux, lié à l'ubiquité de l'assistant virtuel intelligent. Mise en scène de l'absence, c'est évident, puisque en réalité, cette IA, elle enregistre, elle scrute ce qu'on fait dans notre quotidien. Elle est en veille, mais dans cette veille-là, elle est en même temps toujours plus ou moins à l'écoute de ce qu'on est en train de faire, mais en même temps, elle est absente parce qu'on ne communique pas avec elle. Donc, l'embrayeur de mise en scène de l'absence fonctionne à plein. Et mise en scène de la trace, alors là, c'est un peu
bon, vous voyez bien que je tords un peu les embrayeurs dans le sens qui m'arrange, c'est pour parler de simplement la surveillance algorithmique, quoi. Celui ou celle qui laisse les traces, c'est moins la machine, mais c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice elle-même. Donc, c'est des embrayeurs. L'idée, c'est de voir est-ce que ces embrayeurs-là peuvent être utilisés pour aborder, par exemple, les assistants virtuels intelligents. Et je terminerai, j'en ai encore pour 1 minute 30, 2 minutes, je terminerai par le deepfake. Qui est un cas qui nous occupe beaucoup dans le projet Arcane. Alors, vous le connaissez, je ne vais pas le mettre, ou peut-être je vais le mettre, mais pareil, je vais couper le son. C'est un deepfake qui est un petit peu vieilli, mais moi, je l'aime beaucoup. C'est celui qui est réalisé par, en tout cas, c'est Jordan Peele, le réalisateur Jordan Peele, qui prête sa voix et ses traits, mais passé à la moulinette de l'intelligence artificielle, ça devient Barack Obama. Alors là aussi, on pourrait considérer qu'on est face on peut utiliser les mêmes embrayeurs pour penser l'effet de présence des deepfakes. On a la copie à l'identique de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, on a une copie de quelque chose qui existe, Barack Obama, mais ce discours, ce qu'il est en train de dire, bon, il emploie des mots un peu vulgaires, etc., n'a jamais existé. Et en même temps, c'est un dédoublement, c'est un clone de quelque chose qui n'existe pas. Donc, la vérisimilitude et le dédoublement peut très bien fonctionner, qui s'adresse à nous, qui nous convertit en tant que sujet, doué de conscience et de responsabilité, puisque là, Jordan Peele est en train de nous expliquer qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège des deepfakes. Donc, l'interpellation fonctionne. On est appelé par ce sorte de double de Barack Obama à faire preuve de vigilance devant la production considérable de faux médias sociaux numériques qui se répand dans le hors-champ. On vient de parler tout à l'heure du phénomène de viralité, où à un moment donné, éventuellement, on peut tomber sur ce deepfake sans vraiment savoir que c'est un faux, donc qui laisse des traces. Et là, la question, je vais terminer là-dessus, je vais un peu vite là-dessus. Moi, la question qui m'anime, c'est de savoir ces embrayeurs qui participent à la production de l'effet de présence, comment les considérer lorsqu'on n'a pas conscience justement que c'est un faux. Ça fait un peu le lien avec ce que René a présenté. Que se passe-t-il quand on est trompé? Est-ce qu'on peut parler d'embrayeurs, les embrayeurs donc, qui déclenchent ce sentiment d'effet de présence? Est-ce qu'on pourrait à l'inverse utiliser l'idée de débrayeur, c'est-à-dire l'utilisation d'embrayeurs qui, à l'origine d'une suspension, là, je suis désolé, je vais vous prendre la tête avec ça, à l'origine d'une suspension, de la suspension volontaire de l'incrédulité. C'est-à-dire, on nous enlève la possibilité même, on nous écarte la possibilité même d'avoir ce scepticisme vis-à-vis du faux, puisqu'on pense que ce que l'on regarde est vrai. Donc là, l'idée, ce serait de voir à travers les différents embrayeurs qui participent à l'effet de présence que j'ai présenté, est-ce qu'à partir de ces différents embrayeurs, on peut éventuellement se questionner sur l'effet de présence d'un faux qui passe pour vrai? Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair vers la fin de ma présentation. On aura l'occasion d'en reparler. Merci de votre écoute.